Alors bonjour à tous. Alors je vais d'abord vous dire à quel point c'est pour moi un honneur d'être ici avec vous. Parce que et je voulais d'abord aussi remercier Pauline d'avoir à ce point insisté. Parce que j'ai failli louper ça en fait. J'ai failli louper ces messages. Et j'aurais raté cette occasion extraordinaire de me retrouver devant vous aujourd'hui pour parler de ce combat, parce que c'en est un, qui m'est extrêmement cher, qui est donc la reconnaissance du suicide forcé. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, hein. C'est quelque chose qui est nouveau en réalité, et nous sommes en France le premier État en Europe à reconnaître le suicide forcé. Alors qu'est-ce que c'est que le suicide forcé ? Le suicide forcé, ce sont les situations dans lesquelles les femmes victimes de violences conjugales vont se suicider parce qu'elles ont été victimes de violences conjugales. Parce qu'à un moment, la souffrance sera telle, elle aura tellement occupé chaque parcelle de son être, et aussi parce qu'elle aura eu le sentiment d'être abandonnée par le système, aussi peut-être par son entourage qui n'aura pas pris suffisamment conscience de la situation dans laquelle elle se trouve, et bien cette victime ne trouvera comme autre moyen de se libérer de l'enfermement mental dans lequel elle se trouve que le passage à l'acte suicidaire. Et avant la loi de 2020, nous étions confrontés à un vide juridique total. C'est-à-dire que non seulement ces femmes victimes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies sont totalement invisibilisées, sont totalement oubliées par le système parce qu'elles ne sont pas comptabilisées déjà. Mais en plus de cela, la famille, les familles endeuillées par ce drame n'avaient aucun moyen juridique pour que justice soit rendue. Et donc il fallait absolument combler ce vide juridique, étant précisé que le suicide forcé était déjà de fait reconnu dans la sphère du travail. Puisque nous avons tous en tête des affaires dont on a entendu parler médiatiquement, ou des grosses entreprises. Alors on va penser principalement à France Télécom, Orange, on va aussi penser à Lidl qui a été condamné pour homicide involontaire dans des cas de suicide de leurs salariés consécutifs au harcèlement subi dans l'entreprise. Alors dans ce cas de figure-là, dans la sphère du travail, on se base sur l'infraction pénale d'homicide involontaire parce qu'on considère que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Or, dans la sphère privée, dans la sphère conjugale, que ce soit par un conjoint ou un ex-conjoint, nous ne pouvions pas nous baser juridiquement sur cette infraction. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'un conjoint ou un ex-conjoint est débiteur, voilà, d'une obligation de sécurité. Donc il fallait répondre à cette absence totale de loi. Voilà, il n'y avait pas, la loi ne reconnaissait pas le suicide forcé. La loi ne reconnaissait pas l'existence même de ces victimes. Alors pour reconnaître le suicide forcé dans la loi de 2020, il a fallu pour ça s'appuyer sur le délit de harcèlement moral dans le couple. Le délit de harcèlement moral dans le couple, il est rentré dans le code pénal, dans la loi de juillet 2010, la loi du 20 juillet 2010. Moi j'ai commencé mon combat, je parle de combat vraiment, c'est un choix délibéré de mots, parce que c'était vraiment depuis 2007-2008, c'était vraiment une lutte pour voir reconnaître l'importance des violences psychologiques, l'importance de l'emprise, pouvoir reconnaître le fait que sans emprise, sans violence psychologique, il n'y a absolument aucune violence qui ne peut s'installer. Sans cette préparation psychique, il ne peut y avoir de violence physique. On dit souvent aux victimes de violences conjugales, et parfois même des magistrats le disent. Parfois ils reprochent aux victimes, mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant ? Pourquoi vous êtes resté ? C'est vrai que dans la conscience collective, ça peut paraître totalement incompréhensible qu'une femme puisse rester des décennies, parfois, à supporter les coups,
à supporter les injures et les humiliations. Sauf que, et c'est là où les formations sont absolument indispensables, et c'est pour ça que c'était absolument indispensable qu'un délit spécifique de harcèlement moral soit inscrit dans le code pénal, c'est parce qu'il fallait expliquer que si une femme, elle reste, et plus elle reste en réalité, et plus il lui est difficile de partir, parce que plus le temps passe, et plus l'emprise s'installe, et plus ses capacités psychiques de résistance s'amenuisent, et plus son libre arbitre s'atténue, et plus ses capacités de discernement s'altèrent, jusqu'à un moment où la victime, elle va finir par supporter l'insupportable et tolérer l'intolérable. C'est la raison pour laquelle, lorsque la violence physique tombe, lorsque la violence du langage ne suffit plus à l'agresseur en réalité à dominer l'autre, et que la violence physique tombe sur la victime pour, après avoir possédé son esprit, il aura besoin de posséder son corps, et bien à ce moment-là, c'est trop tard en réalité. C'est pour ça que moi, quand j'entends encore aujourd'hui, et on l'a entendu beaucoup avec l'affaire Quatennens, avec l'histoire de cette gifle, lorsque j'entends « mais à la première gifle, il faut partir », mais à la première gifle, c'est déjà trop tard. C'est déjà beaucoup trop tard, en réalité. La première gifle, elle va être pardonnée. Et après, il y en aura 2, et après, il y en aura 3, et après, il y aura un coup de poing. C'est pas la première gifle qu'il faut partir. C'est à la première injure, c'est à la première humiliation, c'est au premier dénigrement. C'est lorsqu'il commence à y avoir du contrôle, c'est lorsqu'il commence à y avoir de l'isolement. C'est ça, l'emprise. Et c'est ces premiers signaux qu'il faut apprendre en réalité aux femmes à s'enfuir à ce moment-là. Parce qu'une fois que toutes ces micro-violences vont se cumuler dans le temps, et qu'entre 2 scènes de violence psychologique, il va y avoir un retour de lune de miel, et le prince charmant va réapparaître par enchantement, pour mieux asseoir encore plus son emprise. Et bien il y aura derrière une autre scène de violence psychologique. Et derrière, on aura encore de la lune de miel. Et puis l'espace-temps va de plus en plus se rétrécir. Jusqu'à ce que les périodes de lune de miel vont se faire de plus en plus courtes. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Jusqu'à ce que la victime soit dans un état de destruction psychique totale et ne soit plus en capacité de résister. Parce qu'au début, une femme victime, elle va résister, elle va se révolter, elle va se rebeller. Mais lorsque la lune de miel, elle va revenir, et c'est pour ça qu'elle existe en réalité, eh bien, elle va avoir envie d'y croire. Parce que souvent, ce sont des femmes qui ont le syndrome de l'infirmière, le syndrome de la sauveuse. Une victime, moi pendant longtemps, j'ai pensé que toutes les femmes, merci, que toutes les femmes pouvaient être un jour victimes de violence. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai appris avec l'expérience que ce n'est pas vrai. Il y a un profil de victime, comme il y a un profil d'auteur de violence. Les victimes de violence, ce sont des femmes qui, arrivées à l'âge adulte, auront des failles narcissiques, auront un besoin inconsidéré d'amour, que l'auteur de violence viendra de manière complètement illusoire. Il va rentrer précisément dans ces failles pour installer son emprise. Et en réalité, c'est tout ce système d'emprise et de violence psychologique qui n'était pas prévu dans le code pénal. Donc avant la loi de 2010, les femmes, quand elles déposaient plainte pour violence psychologique, parce que les victimes de violence psychologique, elles ne sont pas apparues avec la loi, eh ben elles déposaient plainte sur la base de violences volontaires. Inutile de vous dire qu'à l'époque, il y avait, et encore aujourd'hui, hélas d'ailleurs, très peu de jurisprudence. Très peu de jurisprudence, puisque les plaintes étaient quasi exclusivement basées sur les violences physiques, écartant en réalité
ce qui, de l'avis de quasiment toutes les victimes de violence, vous en voyez, vous, tous les jours, des victimes de violence. Vous savez que ce qui les détruisent le plus, c'est pas les coups. Parce que les coups, ils s'effacent. Les bleus, ils disparaissent, les fractures, elles se consolident. Ça passe avec le temps, ça. En revanche, les blessures de l'âme, ça met beaucoup plus de temps parce que qu'est-ce que ça a pour conséquence, les violences psychologiques et l'emprise? Ça a comme conséquence, on va dire, directe, des syndromes anxio-dépressifs, des prises de psychotropes. Il y a beaucoup de femmes qui vont sombrer dans l'alcoolisme ou la toxicomanie. Il y en a beaucoup qui vont faire des séjours en hôpitaux psychiatriques. Il y en a qui vont tomber dans l'anorexie, donc dans la boulimie. Et avec tout ça, elles vont perdre ce qu'on a de plus précieux. C'est leur dignité, leur identité. C'est qu'elles vont être considérées comme des... Elles vont se considérer elles-mêmes comme des objets. Parce qu'elles auront été considérées comme telles pendant toute leur vie de violence avec le conjoint violent. Et donc cette perte de dignité, elle n'était pas identifiée, elle n'était pas reconnue dans le code pénal. Et donc on en est arrivé à cette fameuse loi donc, du 20 juillet 2010 où le délit spécifique de violence psychologique a été créé. Et c'était déjà en soi une énorme avancée. Parce qu'il était inscrit dans le marbre de la loi que le harcèlement moral, l'emprise, les violences psychologiques, tout ça sont le ciment et le socle de toute forme de violence, sans lesquelles il n'y a aucune autre forme de violence qui ne peut exister. Mais c'était un premier pas. Puisque à l'époque, le code pénal, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait que le harcèlement moral était condamné lorsqu'il occasionne une ITT inférieure à 8 jours, incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, avec une condamnation de 3 ans. Lorsqu'il y a une ITT supérieure à 8 jours, avec une condamnation de 5 ans, et ça s'arrêtait là. Donc on avait déjà, dans le code pénal, on va dire les conséquences traumatiques les plus, on va dire les plus normales des violences psychologiques. Mais il en manquait. Il manquait les conséquences traumatiques les plus extrêmes des violences psychologiques. Les plus radicales, c'est la mort. Parce que les violences psychologiques, l'emprise, quand bien même il n'y aurait pas de violence physique, elles peuvent tuer, au même titre que les violences physiques. Elles peuvent conduire les victimes à tenter de se suicider ou à se suicider. Et c'est précisément ça, le suicide forcé. Donc il aura fallu attendre 10 ans pour que de nouvelles circonstances aggravantes au harcèlement moral soient rajoutées dans le code pénal. Et ça a été les travaux que j'ai pu mener dans le cadre du groupe de travail que j'ai copiloté avec Hélène Furlan-Petrescu, qui est la haute fonctionnaire à l'égalité du ministère à l'égalité. Donc pendant le Grenelle qui a été engagé à l'époque en 2019 par Marie Chapin. Donc j'avais un groupe de travail emprise, violence psychologique. Et j'ai donc profité d'avoir ce groupe de travail avec des experts autour de moi, je ne l'ai pas fait toute seule, évidemment, pour proposer que soit rajouté donc, au harcèlement moral ces nouvelles circonstances aggravantes de suicide et tentative de suicide. Et à l'occasion de ces travaux, j'ai aussi présenté un rapport qui a été fait par un comité d'experts qui nous a permis d'estimer le nombre de femmes qui se suicideraient ensuite des violences qu'elles ont subies. Et là, si vous voulez, moi j'avais, avant d'avoir ce rapport d'estimation, j'avais le pressentiment qu'on avait affaire à quelque chose de très important et donc de très grave. Parce que nous le savons tous ici, une écrasante majorité, hélas, des victimes de violences font des tentatives de suicide, ou ont des idées noires et des idées suicidaires. Et on le sait aussi, que le passage à l'acte suicidaire qui aboutit
sera dans l'écrasante majorité des cas précédée d'une TS. Donc quand on connaît un peu le système dans lequel est enfermé les victimes de violence, on a quand même un pressentiment que c'est pas bon, qu'il y en a beaucoup. Et effectivement, quand l'estimation est tombée, on arrive à 200 femmes qui se suicideraient ensuite des violences qu'elles ont subies par an. Ce qui fait à peu près 2 fois plus que les féminicides. Alors je parle de féminicide par facilité, donc 2 fois plus de meurtres ou d'assassinats. Quand on rajoute les deux, ça nous fait une femme qui meurt par jour, ensuite des violences qu'elle subit. Parce que pour moi, que les choses soient claires, les meurtres, les assassinats et le suicide forcé sont absolument à mettre au même niveau. Le début est le même et la fin est la même. Le début, c'est l'emprise, les violences psychologiques, parfois les violences physiques, parfois il n'y en a pas. Il y a séparation, parce que ça se passe dans la majorité des cas dans la période de séparation, donc dans le moment où la femme, elle essaye de s'extraire de cet enfermement et de sortir de l'emprise, et où donc le conjoint violent devient complètement fou, quoi, quelque part, parce qu'il est dépossédé de son objet, il ne supporte pas que sa proie puisse être libre, en fait. Et donc c'est précisément à ce moment-là où vont intervenir soit le passage à l'acte de l'agresseur, soit le passage à l'acte de la victime. Et donc, quand on rajoute les homicides, donc meurtre, assassinat, et les suicides forcés, on arrive donc à une femme par jour. En sachant que les femmes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies, à l'époque où la loi elle a été votée, donc elle a été votée le 30 juillet 2020, c'était un angle mort total de la loi. Je vous l'ai dit au début de mon intervention, pas de comptage. Alors moi, j'apporte une estimation, mais ça reste une estimation et basse. Pas de comptage, pas de formation spécifique de tous les acteurs de la chaîne pénale, et pas que de la chaîne pénale d'ailleurs. Aussi les acteurs qui interviennent au civil, les juges d'affaires familiales, même parfois les juges des enfants. Donc pas de comptage, pas de formation. Donc extrêmement compliqué parce que on a affaire là à une notion déjà nouvelle. Donc on ne peut pas s'asseoir sur une jurisprudence. Donc c'est difficile. Et elle est complexe aussi parce que d'une part, il faut apporter la preuve des violences psychologiques et du harcèlement moral subi par la victime. C'est déjà en soi compliqué. On le sait. Mais en plus de ça, il y a une difficulté supplémentaire et pas des moindres, c'est qu'il faut apporter la preuve du lien de causalité entre les violences psychologiques subies et le passage à l'acte suicidaire. Et là, c'est difficile. Mais c'est pas impossible, puisque si on arrive à le faire déjà dans la sphère du travail, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas dans la sphère conjugale. Ensuite, pour avoir étudié un certain nombre de dossiers de suicide forcé, je me suis rendu compte qu'en réalité, le mode opératoire dans les affaires de suicide forcé était quasiment identique à celui qui existe dans les affaires de féminicide. Je m'explique. Très souvent, non pas très souvent, toujours, ça se passe sur une période de séparation. Soit vraiment post-séparation, soit dans la période où la victime elle va avoir manifesté son désir de partir. Ensuite, il va y avoir une scène de violence, j'ai envie de dire, celle qui va être fatale en fait. Celle qui va condenser toute une vie de violence. Celle où les injures, les humiliations, les dénigrements vont être poussés à leur paroxysme. Et le passage à l'acte suicidaire, il va intervenir entre quelques minutes, maximum quelques heures après cette scène de violence. Donc en réalité,
on va dire que juridiquement, ça nous permet de faire, d'avoir, on va dire, un commencement de preuve sur le lien de causalité. Ça va nous faciliter la tâche, si j'ose dire. Donc, après, il faut faire ce qu'on appelle une autopsie psychologique. Et qu'est-ce que c'est l'autopsie psychologique? Ben, en réalité, c'est faire le travail qu'on fait déjà dans les affaires de féminicide. C'est faire le même travail. C'est d'aller chercher dans la vie de la victime des faisceaux d'indices ou des preuves des violences qu'elle a subies. C'est d'aller recueillir des témoignages de son entourage familial, amical, professionnel, de savoir si elle était suivie par des médecins, des psychologues, des psychiatres, savoir aussi si on peut apporter la preuve de la détérioration de son état de santé mentale et physique. Donc tout ça, ça nous permet d'apporter la preuve qu'on a affaire à une victime de violence. Et ça nous permet, partie de là, ça nous permet d'apporter la preuve de ce que ce sont précisément ces violences-là qui ont conduit la victime à se suicider. Alors, souvent, dans ces affaires, la stratégie de l'agresseur, ça va être de dire « Oui, mais bon, elle a été victime d'inceste quand elle avait 12 ans, d'agression sexuelle quand elle avait 15, avant moi, elle était avec un autre conjoint violent, elle a perdu son boulot, c'est pas moi, voilà, c'est ça. » Alors, j'ai pour habitude de répondre à ça la chose suivante. C'est que tous ces éléments-là, même si on les cumule, sont en réalité des circonstances aggravantes pour l'agresseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en toute connaissance de cause, en réalité, que l'agresseur aura fait courir un risque à la santé mentale de la victime, en lui infligeant à nouveau des violences. Donc il ne faut pas se laisser, on va dire, désarçonner par l'argumentation de l'agresseur, par sa stratégie de défense. Parce que, bon, voilà, en même temps, c'est normal qu'il se défende. Et puis, on va aussi nous rétorquer que le suicide, c'est souvent plurifactoriel. Ça revient un petit peu à la même argumentation que je viens de vous tenir. Ça peut être plurifactoriel, mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'agresseur. Plurifactoriel, plusieurs facteurs. Il peut y avoir des co-responsabilités aussi. On peut ne pas être non plus responsable à 100%. Bon, donc on peut être à moitié responsable. Même si j'aime pas trop cette notion, mais enfin, voilà. Pour moi, quand une femme elle est victime de violence conjugale, tout ce qui va avec, c'est-à-dire si on va vous dire elle est alcoolique, elle est toxicomane, elle a perdu son boulot, oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais ce sont précisément des conséquences traumatiques des violences qu'elle a subies. C'est pas ça qui a causé son suicide. Ça, ce sont les conséquences. Donc, il ne faut pas confondre les conséquences et les causes. Pour continuer dans l'adoption de la loi de juillet 2020, à l'heure où je vous parle, il y a une seule instruction qui est en cours sur la base du suicide forcé. C'est l'histoire de l'affaire de Odile qui s'est suicidée le 1er janvier 2021. Sa sœur m'a contacté peut-être un mois après son suicide et voilà, nous avons constitué le dossier. On a fait une autopsie psychologique. On a déposé, on a contacté un avocat qui a fait une plainte, qui a saisi le procureur, ça se passe à Toulon. Il a fallu, hélas, qu'on médiatise un petit peu l'affaire pour que le procureur se rappelle du dossier et qu'il la sorte de la pile alors qu'elle était vouée manifestement à un classement. Et fort heureusement, il y a une instruction qui a été ouverte et l'instruction est en cours. Je suis très heureuse pour Fadila, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la sœur de Odile, parce qu'en plus la juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire est extraordinaire, elle fait un travail absolument formidable. Mais voilà, je déplore qu'il faille
médiatiser pour faire bouger les choses, parce que je pense aux autres familles et je me dis comment elles font. Voilà. Donc il y a cette instruction qui est en cours, il y en a une autre qui est en cours aussi, c'est l'affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, d'une influenceuse qui s'appelle Mavachou, Maëva. Là aussi, je me suis consultée partie civile avec mon asso. Il y a une instruction qui est en cours. Je crois comprendre, pareil, que le juge d'instruction est pas mal, fait bien son boulot aussi. J'ai qu'une seule crainte, c'est que le suicide soit corrélé davantage au cyberharcèlement qu'elle subissait, alors que de mon point de vue, le cyberharcèlement était plus un bras armé de son ex, du père de ses enfants. Et voilà, c'est aussi une instruction qui est en cours. Alors malheureusement, j'ai aussi à déplorer le fait que depuis l'adoption de la loi le 30 juillet 2020, il n'y a pas de circulaire qui a été adressée au procureur, au parquet. J'ai encore eu rendez-vous la semaine dernière avec le ministère de la Justice pour demander à ce que ce soit fait, parce que ça me semble absolument indispensable. On ne peut pas non plus demander à tous les acteurs de la chaîne pénale de soudainement savoir qu'il y a une bonne infraction et savoir comment l'appliquer. C'est pas possible, voilà. C'est pas possible avec la meilleure volonté du monde. En plus, vu l'état de la justice, c'est compliqué. Donc c'est pas du tout à l'ordre du jour, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est aussi pour ça que pour moi c'est très important, et c'est pour ça que je vous remercie encore Armand de m'inviter. C'est très important d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ça me permet de faire connaître, voilà, cette nouvelle infraction. Je donne aussi des formations au centre de formation à la police judiciaire, donc j'y étais pas plus tard que lundi. Donc j'avais beaucoup de gendarmes devant moi. J'adore les gendarmes. Je les adore, ils sont formidables. Mais vraiment, c'est une formation volontaire, c'était des volontaires qui venaient de toute la France.